ce 11 novembre 2018 marque le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. La cérémonie d'aujourd'hui est donc exceptionnelle. Exceptionnelle puisqu'il s'agit du centenaire. Exceptionnelle puisque aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'avoir à nos côtés les enfants. Les enfants d'Ernoulsheim accompagnés de leurs enseignants. Merci à vous les enfants. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci à votre équipe de votre présence. Merci aussi de sensibiliser vos élèves, notre futur, sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il faut éviter. Alors, aujourd'hui, ils sont à côté des grands et les grands sont à leur côté. Et j'ai déjà envie de vous donner rendez-vous au 14 juillet. Revenez quand vous voulez. Votre présence nous fait vraiment plaisir. Et je pense que tout le monde est d'accord ici pour m'approuver et on peut le faire par un applaudissement. Bravo. Alors à l'heure où je m'adresse à vous, nous sommes des milliers à nous souvenir et à nous recueillir en mémoire de ceux qui ont perdu la vie durant cette affreuse guerre. Eux, ils étaient des millions. Des cérémonies locales ou nationales ont déjà eu lieu ailleurs, en fonction des dates qui ont fait histoire. Notre président de la République est en route depuis le 4 novembre pour commémorer. Et je vais maintenant vous lire son message que la préfecture m'a envoyé. Donc, le message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat. Je m'arrête parce que, sur le discours de notre président, il a une grande absence. D'ailleurs, les Alsaciens d'aujourd'hui s'en souviennent-ils? Alors les soldats alsaciens tombés sous uniforme allemand, qui en parle? Personne si on ne le fait pas. Peut-on oublier que nos grands-pères et arrière-grands-pères, dans une Alsace occupée depuis 57 ans, ont dû endosser l'uniforme allemand? Est-ce que nous-mêmes, on se rappelle? Nos anciens n'en parlaient peu ou pas. Nous avons tous des photos à la maison d'eux en uniforme. Est-ce que quand nous étions enfants, on nous a expliqué pourquoi ils portaient souvent le casque à pointe? Non, on l'évoquait très rapidement, on passait à autre chose. Vous verrez tout à l'heure, pour ceux qui montent à l'exposition, il y a plein de photos et beaucoup de soldats, effectivement, sont sous uniforme allemand. Alors, ils ont souffert comme les autres, ils sont tombés comme les autres. À Ernoulsheim, les Savernes, ils étaient au nombre de 13. 13 qui sont tombés, et je les cite. Klaus Henri, Kunz Frédéric, Schnell Louis, Klaus Michel, Schnell Charles, Leyenberger, alors je ne sais pas si c'est Frédéric ou François, Schnell Albert, Hilt Georges, Aron Charles, Gus Charles, Schnell Philippe, Schnell Gustave, Beck Louis. Nous pensons à vous aujourd'hui. Nous pensons aussi bien sûr aux poilus. Puis quand l'Alsace est revenue à la France, les Alsaciens ont-ils été traités correctement? Abandonnés, lâchés en 1871 et rejetés en 1918. C'est une étrange situation que la nôtre. Nous ne sommes ni vaincus ni vainqueurs. Nous sommes suspects des deux côtés du fleuve parce que nous avons eu le malheur de naître en Alsace entre deux guerres. Ça, c'est Paul Jolidon, qui est un ex-matelot de la Kaiserliche Marine, qui a écrit cela dans ses souvenirs. Je crois que là-dedans, tout est dit. Alors, les Alsaciens ont-ils été traités correctement après l'armistice? Alors, en vérité, il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Toujours est-il qu'il y a eu 4 catégories de citoyens alsaciens à partir de janvier 1919. Et chaque catégorie avait sa carte d'identité qui donnait des droits différents. Qui le sait encore? Ou qui le savait? Nous avons un devoir de mémoire particulier pour ceux qui ne sont pas morts pour la France, comme c'est noté sur les monuments aux morts, mais tout simplement un devoir de mémoire à nos morts. Vous voyez les enfants, quand vous prenez le monument là, il y a marqué à nos morts. Quand vous allez voir un monument de la France, je ne sais pas si ça se dit, vous allez voir, il y a marqué mort pour la patrie. Je tenais à dire, sans esprit polémique bien sûr, mais tout simplement rappeler l'histoire, notre histoire. Il ne s'agit pas de rancune, mais de vérité, et si nous ne la rappelons pas de temps à autre, c'est l'oubli.
Et on repasse la parole aux enfants. Nous allons vous lire 2 lettres, une lettre d'un poilu et une autre d'un soldat allemand. Gaston Biron avait 29 ans en 1914. Pendant plus de 2 ans de guerre, Gaston, qui ne cessait d'écrire à sa mère Joséphine, avait attendu en vain une permission qui ne venait pas. Et puis le grand jour vint, malheureusement chargé d'une épouvantable déception. À l'arrière, il arrivait que le spectacle de ces poilus arrachés à leurs tranchées dérange. Gaston était le seul fils d'une famille de 7 enfants. Ses sœurs, Berthe, Hélène, Blanche, Marguerite, Madeleine et Marie apprirent sa disparition à la fin de l'été. Blessé le 8 septembre 1916, il mourut de ses blessures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. Samedi 25 mars 1916 après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle je suis sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois et chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tout montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain. Ah, j'ai bien pensé à vous tous durant ces dernières heures terribles. Et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de jamais vous revoir. Emprisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous et moi-même bien souvent que les obus tombaient autour de moi. Je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois, Gaston. Christian Bardeking, lieutenant dans l'armée allemande, était le fils d'horticulteurs allemands domiciliés à Brême. Il était étudiant en architecture et écrivait très souvent à sa sœur Anna, celle de ses 3 sœurs avec laquelle il avait le plus d'atomes crochus. Il fut tué sur le front le 20 avril 1917. Il avait 24 ans. 24-25 février 1916. Ma chère Anna, j'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui celui avec les oranges et l'œuf. Comme d'habitude, j'ai été content au plus haut, puis c'était l'unique chose qui m'a été apportée par la poste ce jour. Car honteusement, l'on espère quotidiennement recevoir quelque chose. Les gourmandises que je préfère sont tout d'abord les biscuits et les cakes. Puis, ensuite le chocolat, le massepain, le miel, les oranges et les bonbons acidulés. Aujourd'hui, je te joins à ma lettre 4 marques. J'ai envoyé à la maison des photos, vas-y pour les voir. Falbourg se tient bien, ainsi que les autres bonhommes. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine, en moyenne 2 fois de la soupe au pois à la couenne de lard, 2 fois du bouillon de riz sucré, 1 fois des haricots verts et 1 fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer
et j'ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste essuyée à l'aide d'un papier. Tous les 8 jours, je dors une fois sans mes bottes. Tous les 10 jours, je change de chaussettes et je reçois ma solde de 5 marques 30. Je dors toujours habillée, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de laine, où je m'enfuis entièrement dessous. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent rien du tout. Nous nous asseyons par terre sur la paille. Dans notre groupe, nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine française. C'est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n'a peur de la crasse, on s'y est habitué. On rince et on boit et on se lave dans l'eau des tranchées. Mon bonnet à l'intérieur a l'air d'une caisse de charbon et des nuages de poussière sortant de notre uniforme. Je ne peux me laver que tous les 2 jours. Tu devrais voir nos latrines, elles sont à mourir de rire. Un simple tronc de bouleau où l'on est aligné derrière contre derrière et qui offre du chemin principal. Une belle vue. Nous avons eu si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours. Si tu veux en savoir davantage, tu n'as qu'à me demander des détails. Tu peux sûrement t'expliquer ma mauvaise écriture. Assieds-toi donc par terre, mets un livre sur lequel tu peux écrire sur tes cuisses et pose entre tes genoux une bouteille avec une faible lumière. À présent, je vais cesser mon bavardage et vais bien récupérer car je suis exempt de service de nuit. Demain, vers 11h30, il y aura encore de gentilles nouvelles de toi. En grande amitié à sa fidèle sœur qui prend soin de lui, Christian.